une phrase d'Aragon qui ponctue ce livre que j'ai trouvé très belle. Je vous la livre tout de suite pour nous mettre dans une ambiance, puisque le livre, il est comme Eric, c'est-à-dire que c'est un ovni, c'est un objet qui nous mène à un rythme d'enfer, de siècle en siècle, de lieu en lieu. On va rentrer dedans, bien sûr, dans un petit moment. Et je voulais citer cette phrase d'Aragon. J'ai trouvé assez grave, alors qu'il y a beaucoup de drôleries qui traversent, d'ailleurs, notamment ton premier livre, Tapis rouge. Rien n'est précaire comme vivre, rien qu'omettre n'est passager, c'est long d'être un homme, une chose, c'est long de renoncer à tout. Dis-tu, enfin, dis Aragon que tu cites. Oui, parce que c'est vrai que il y a un côté dérisoire dans l'écriture et en même temps un côté essentiel, sinon on passerait pas autant de temps à écrire, parce que c'est quand même... ça prend beaucoup de temps, c'est très solitaire, tout le monde se demande ce que vous êtes en train de faire, c'est un peu mystérieux. Et donc sans doute que quand on écrit, on veut laisser une trace, hein, et en même temps on écrit aussi parce que la vie à première vue est assez absurde. Hein, donc effectivement, c'est ce que je disais aussi dans Tapis rouge, une citation de David Lynch qui dit pourquoi est-ce que les gens veulent absolument que les artistes mettent un sens dans leur œuvre quand leur vie à eux n'en a aucun. Voilà, c'est assez brutal, c'est assez terrible, mais c'est vrai qu'on est tous à chercher le sens de notre vie. Donc on peut le chercher dans la lecture. Donc quand on écrit, on passe aussi beaucoup de temps à lire. Surtout quand j'ai écrit le deuxième livre, qui est un livre où il y a une partie très historique. Hein. Et donc je suis pas historien. Encore, vous avez bien vu, hein, je suis autodidacte dans tout ce que je fais. Et donc je suis pas historien. Et donc j'ai passé 2 ans à lire beaucoup de livres d'histoire. Et donc c'est intéressant pour moi d'explorer d'abord différents genres. Donc le premier livre est une satire comique. Voilà, je voulais faire rire que les gens rient en lisant le livre. Je sais pas pourquoi, faut pas me demander pourquoi, mais à l'époque, hein, peut-être parce que je sortais de quelques années de travail très sérieux, à faire des discours très sérieux. Et donc là, je voulais vraiment que les gens éclatent de rire. C'était mon défi personnel. Et puis dans le deuxième livre, là, c'est plutôt de la réflexion. Mais il y a aussi de l'action, hein, bien sûr. Mais je voulais faire réfléchir, et puis c'est pour ça que j'ai utilisé la figure du miroir et de l'histoire. Très bien. Alors, on va quand même revenir sur ton parcours. Donc, je disais que ça a commencé effectivement par la musique. D'abord à Angers, non pas à Agen. D'abord à Angers, puis tu es venu à Paris. Tu as rejoint le lycée Fénelon en Hippocagne avec une section musicale. Et puis finalement, ta mère, puisque j'ai l'impression qu'il y a une femme puissante dans cette affaire, en tout cas une des premières, voulait absolument que tu fasses de la finance internationale et surtout, me disais-tu tout à l'heure avant de démarrer, te trouver un peu la tête dans les étoiles, donc elle n'est pas la seule, je vois, et a décidé de te pousser vers des études un peu plus carrées, donc Sciences Po, puis l'ENA. Oui, voilà, donc c'était effectivement l'Hippocagne, c'était très libérateur. J'adorais la philosophie, la musique, et c'est vrai que j'avais de la chance qu'au lycée Fénelon on pouvait étudier ces disciplines. On est allé en Italie, on étudiait Frescobaldi, enfin c'était incroyable comme expérience. Et puis bon, Sciences Po c'était un peu plus austère, mais j'avais vu en fait que si on faisait l'ENA, on pouvait être administrateur d'orchestre, et je me dis tiens, pourquoi pas, en tout cas ça vaut le coup. Et puis j'avais un prof, c'est souvent les rencontres aussi qu'on fait, j'avais Jean Pic comme maître de conférence, donc quelqu'un de très sérieux. Il disait mais de toute façon il faut faire l'ENA. Voilà, c'est le service public, la chevalerie du service public. Donc à cette époque, maintenant très ancienne, hein, puisque l'ENA a disparu, tout a disparu, mais à cette époque, c'était intéressant. Voilà, tout le monde faisait les concours administratifs. À cette époque, il y avait l'idée de dire qu'il fallait travailler au service de l'État. Voilà, c'était un peu l'idéal de l'époque. D'ailleurs, puisqu'on parle de disparition d'une espèce en voie de disparition, on a un deuxième énarque ce soir, ce qui est quand même assez rare à Saint-Tropez. Donc, je le mentionne, sans doute l'un ayant attiré l'autre. Donc, effectivement, l'ENA, et c'est là où tu démarres ce qu'on évoquait en début de conversation, l'inspection des finances. Donc, tu fais là un travail très sérieux. Oui. Alors, en fait, moi, je voulais être diplomate. Hein. Je trouvais que c'était magnifique. Quand on était diplomate, on pouvait écrire. Voilà, c'était le mythe de Romain Gary, de Saint-Jean-de-Perse. On pouvait aussi faire des concerts dans les ambassades. Et donc, je suis parti en ambassade au Portugal. Donc, ça, c'était une très belle expérience. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de diplomates qui m'ont dit, en fait, en France, les esprits sont faibles, mais les corps sont forts. Donc prenez les grands corps, voilà. Donc j'ai pris les grands corps de l'inspection des finances qui maintenant est disparu. Donc je fais partie d'un corps qui a disparu. Voilà, je suis un dinosaure.
Alors, quand est-ce que ça a bifurqué? Puisqu'il y a eu l'inspection des finances, et puis j'ai l'impression qu'assez vite, tu t'es rapproché très vite de ce qui était finalement le cœur battant de ton existence, c'est-à-dire la culture. D'abord, il y a eu, alors ça, je ne sais pas si c'est chronologiquement exact, mais il y a eu cette formation que tu as créée, Dissonance, avec David Grimal, puisque dans le cadre de tes fantasmes, si je puis dire, ou de ton désir d'être chef d'orchestre ou chef d'une formation, tu as créé quelque chose d'assez singulier. Là encore, avec David Grimal, qui est un violoniste, violoncelliste ou violoniste d'ailleurs, oui. Voilà, que j'ai eu la chance aussi de rencontrer récemment. Oui, alors, bon, très modestement, j'ai voulu servir la culture, surtout. C'était, voilà, serviteur de la culture, je trouvais que c'était ça un peu mon idéal. Puis après, j'ai essayé de passer un petit peu le Rubicon en écrivant à mon tour, mais c'est vrai que pendant longtemps, pendant 20 ans, j'ai servi plusieurs causes, donc la cause musicale. Donc ça, c'était une très belle aventure. Alors c'est souvent des rencontres, hein, donc David Grimal, on était ensemble à Sciences Po, et lui a continué évidemment le conservatoire. C'est devenu un violoniste concertiste, un des meilleurs de sa génération au plan international. Et puis on s'est retrouvé d'ailleurs au Portugal une première fois, il donnait des concerts, moi j'étais en ambassade. Et puis après, finalement, quelques années plus tard, quand j'ai quitté le cabinet de Jean-Jacques Ayagon à la culture, qui était un de mes grands mentors, Jean-Jacques Ayagon, que j'ai retrouvé quelques années après à Nice, quand je me suis occupé de studio de cinéma, puisqu'il était conseiller de Christian Estrosi, il est toujours d'ailleurs. Et donc, avec David Grimal, on a créé cet orchestre, Les Dissonances. David voulait que les musiciens reprennent le pouvoir. Voilà, c'était ça son idée, que les musiciens puissent se réunir librement, choisir leur répertoire, travailler ensemble, que chacun apporte ses idées. Et donc pour ça, ils ont tué la fonction de ce chef d'orchestre. Voilà. Et le miracle, c'est que finalement, ça marche au moins aussi bien, parfois mieux, tout simplement parce que les musiciens, ils communiquent ensemble les uns avec les autres. Voilà. Ils ne sont pas tous à regarder une seule personne. Ils jouent ensemble, c'est une osmose en fait. Et cette osmose, elle se fait aussi avec les publics. C'est-à-dire que les publics ne vont pas juste regarder ce que fait le chef d'orchestre, qui est le seul à ne pas jouer un instrument. Ils vont regarder ce que font tous les musiciens et la manière dont ils jouent ensemble. Donc l'énergie se diffuse beaucoup plus facilement entre les musiciens et les publics. Donc c'est une aventure qui a commencé par un concert pour les sans-abri à l'église Saint-Leu, en plein rue Saint-Denis, au milieu des sex shops de la rue Saint-Denis. Et puis c'est devenu très vite, voilà, alors les dissonances, pourquoi? Alors ça nous a posé problème aussi, parce que au départ les gens ne voulaient pas venir au concert, parce que quand on dit les dissonances, ils s'attendent à voir de la musique contemporaine qui fait mal aux oreilles, alors qu'en fait c'est un quatuor de Mozart, voilà. Mais bon, pour ça il faut avoir un peu de connaissances. Et c'était pour expliquer justement que la dissonance est relative, voilà. Donc ce qui est dissonant à une certaine époque est consonant à une autre époque. Donc que tout est relatif dans la musique, voilà. Et que aussi les façons de faire la musique, de gérer le rituel du concert, qui est quand même très figé depuis le 19e siècle, depuis que Franz Liszt a inventé le récital, depuis que Richard Wagner a codifié l'opéra. Donc c'est devenu quelque chose d'assez austère, d'assez rigide. Et aujourd'hui, on voit bien les jeunes générations, elles sont plus dans l'idée du partage, de la participation, de l'échange, plus que d'un discours qui est donné de haut en bas. Donc les dissonances, finalement, sont très en osmose. Je dis ça devant Walid, qui est aussi consultant pour des entreprises. On est plus dans la gestion d'une start-up, avec un management très horizontal. Alors il y a quand même des chefs, il y a quand même des figures. Hein, l'autorité ne doit pas disparaître. Et David Grimal est quand même quelqu'un qui a beaucoup de personnalité. Oui, voilà, donc c'est quand même le directeur artistique. Mais c'est vrai que tout le monde peut apporter ses idées, ça c'est intéressant. Tout à fait. Alors ensuite, il y a eu un job qui était celui de conseiller culturel de Nicolas Sarkozy. C'est pas un oxymore, ça? C'est pas du tout un oxymore, parce que c'est un homme qui adore la culture en fait. Mais c'est vrai que c'est toujours plus compliqué pour un président de droite de dire qu'il aime la culture ou de le montrer. Mais c'est vrai aux États-Unis aussi. Et d'ailleurs, il y a un chercheur qui s'appelle Frédéric Martel et qui a démontré qu'aux États-Unis, contre toute attente, c'est les présidents républicains qui ont fait plus pour la culture que les présidents démocrates. Mais c'est vrai que traditionnellement, là, on dit toujours la culture est de gauche. Et en fait, c'est pas si vrai que ça du tout. Non, mais bien évidemment, la preuve. Et dans où on dit parfois que les artistes ont le cœur à gauche et le portefeuille à droite. C'est notre façon de dire. Et donc, Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup eu de plaisir à travailler, parce qu'il disait toujours oui. Et ça, c'est très rare quand vous avez un chef qui dit toujours oui en général. On vous dit non à chaque fois que vous avez une idée. Et là, c'était toujours oui. Et donc, on a fait beaucoup de choses. Et c'est, je pense, une des décennies où on a le plus construit de projets culturels. Le MUSEM, le musée de Marseille, le Louvre-Lens,
le centre Pompidou-Metz, qui était d'ailleurs initié par Jean-Jacques Ayagon, Ouais. qui était l'ancien président du centre Pompidou. La Philharmonie de Paris, le Grand Paris des architectes. Tout ça, ça a été fait par Nicolas Sarkozy, en fait. Avec Donc, toi. voilà, moi j'étais là pour le servir et faire la cheville ouvrière avec le ministère de la Culture. Donc ça, c'était des grands moments, ouais, c'est vrai. Les grands moments, c'était d'écrire les discours aussi, parce que dans un discours, on peut faire passer beaucoup de choses. Et on peut même faire passer des annonces budgétaires. Donc au départ, les Bercy faisaient pas trop attention, Claude Guéant faisait pas trop attention. Et puis à la fin, par contre, là, il lisait scrupuleusement les discours parce qu'il disait non, mais ça peut être arbitré, ça. Cette annonce-là, les 400 millions là, pour le plan patrimoine, ça peut être arbitré. Bah, en tout cas, si le président le dit, il le dit, quoi. Il fait ce qu'il veut, c'est le président. Voilà, et donc ça c'était voilà, ces petites astuces comme ça pour... Ça marche pas tout le temps, hein, mais quand on écrit des discours, c'est vrai que c'est sympathique. Alors, est-ce que tu as fait du vélo avec Nicolas Sarkozy? Parce que en dehors du fait que c'est quand même un peu une tête, c'est également un corps, d'ailleurs. Ça se voit parfaitement. Donc, ce garçon se déplace dans Paris à vélo, mais est-ce qu'avec Sarkozy, qui est un type aussi très, très sportif, très volontaire, avec une énergie comparable à la tienne, vous avez partagé d'autres moments que des moments politiques, enfin j'imagine amicaux, mais sportifs aussi? Alors, on n'a pas fait de vélo ensemble, mais on a fait des voyages ensemble. Au Brésil, par exemple, on a fait un sommet de l'architecture à Brasilia. Je me suis même retrouvé au Kazakhstan. Donc ça, c'est un voyage qui a inspiré d'ailleurs largement le démarrage du livre Tapis Rouge. Oui. Parce que c'était assez pittoresque de se retrouver à Novosibirsk à 3h du matin en escale, dans un salon VIP improbable. Ou dans des îles du Cap-Vert aussi, parce qu'à l'époque c'était des avions qui ne pouvaient pas faire en direct Paris-Rio ou Paris-Brasilia, donc on devait s'arrêter. Et donc ça, voilà, on se retrouve avec des ministres à 3h du matin, on discute, des hommes d'affaires, etc. C'est un peu c'est assez... voilà, les voyages officiels, c'est toujours très, très intéressant. C'est un temps... Et je me rappelle d'ailleurs à un moment, je me suis retrouvé avec Frédéric Mitterrand au Kazakhstan, et devant un ministre de la Culture qui, je pense, s'occupait de tout sauf de culture habituellement. Et on parlait de l'UNESCO, donc voilà, vous avez des discussions parfois un peu lunaires. Ou un orchestre militaire qui se met à chanter les chansons de Carla Bruni aussi, en plein milieu d'un dîner, ou avec deux présidents qui sont assis tout en haut d'une estrade et qui contemplent la foule. Et vous vous retrouvez avec des militaires, des généraux, qui évidemment ne parlent pas un mot d'anglais et ni un mot de français. Voilà, donc ça j'adore ces situations-là. Absolument.